J'ai un petit souci d'affichage, je suis désolé, je n'arrive pas à lancer le partage d'écran. Formidable. Alors, excusez-moi. Je vais peut-être me reconnecter parce que j'ai un souci. Tic tic tac. Je me reconnecte. Ok, alors je crois que mes soucis sont résolus. Excusez-moi, j'ai eu des petits problèmes techniques. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, Ok, oui. voilà. Excusez-moi, j'ai eu des petits soucis. C'est un peu compliqué à lancer, mais on va pouvoir y aller. Je vous donne une petite seconde. Hop, on va afficher. Tac, on va agrandir. Tac. Et celui-ci. Ok, normalement, tout le monde devrait pouvoir voir la présentation maintenant. Donc, on va attendre un petit peu que les derniers puissent se connecter. On est déjà à 15 personnes. Donc ça a l'air de bien marcher. On va juste attendre encore 1 ou 2 minutes. Et après, on va pouvoir lancer la présentation.
Bon, Céline, je te propose qu'on commence, du coup. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous êtes présents pour pouvoir écouter et puis participer à l'atelier référent Covid. Donc pour cet atelier, nous sommes trois à le présenter. Donc trois présenteurs. Je vais laisser les collègues se présenter. Enfin, je vais me présenter avant. Donc moi, c'est Céline Gentil. Je suis conseillère en prévention à l'ASC Grand Lyon sur le secteur de Gerland et de Vénissieux. Et vous avez Thibaut Jacot et Valérie Nico. Je vous laisse vous présenter. Dame d'abord. Bon, bah alors Thibaut Jacot, du coup, conseiller en prévention sur le secteur de Dessienne et de Satoné-Camp. Valérie, t'as pas de son de ton côté? Bon, on va poursuivre. Je pense qu'elle a un petit souci, Valérie, au niveau du son. Ton micro est coupé de ton côté, Valérie, si tu nous entends. Bon, Alors, on va continuer. Tant pis. on va continuer. Elle se présentera tout à l'heure. Donc, juste si tu peux revenir sur la slide d'avant, Thibaut, pour Oui, pardon. montrer la. Donc, au niveau de la présentation, aujourd'hui, on va vous présenter la continuité d'activité du service, en fait, de l'ASC, savoir ce qui se passe en ce moment au niveau du confinement. On va vous rappeler le rôle du référent Covid et le but de cet atelier, c'est vraiment d'avoir un échange en fait avec vous, que vous puissiez nous poser vos questions et pouvoir échanger, essayer d'y répondre. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous levez la petite main, vous avez une petite main sur laquelle vous pouvez appuyer pour pouvoir parler. On vous ouvrira le micro pour que vous puissiez poser une question. Et si au cours de la présentation, vous avez une question, vous avez un petit onglet questions où vous pouvez écrire votre question et on répondra à vos questions à ce moment-là. Donc, n'hésitez surtout pas. Et on essaiera de vous donner la parole, donc d'ouvrir les micros à chacun d'entre vous, un par un, au niveau du centre d'échange. Donc, en ce qui concerne la continuité du service de l'ASC Grand Lyon, donc à ce jour, tous les centres médicaux restent ouverts et vous pouvez soit avoir des rendez-vous en présentiel, soit à distance. Ça, c'est le médecin du travail qui décide au niveau des rendez-vous s'ils se font en présentiel ou à distance. Mais tous les rendez-vous sont maintenus. Donc, vous pouvez toujours, à l'heure d'aujourd'hui, appeler vos centres au numéro habituel. Sinon, vous avez aussi la hotline prévention au numéro 04 72 11 38 75 vous avez des conseillers au bout du téléphone que vous pouvez appeler en fait pour tout ce qui est question au niveau du Covid ou mesures de prévention risque professionnel. On est là pour répondre à vos questions. Vous avez aussi l'email prévention@ascgrandlyon.fr où on vous répondra aussi à vos questions. Voilà. Et puis, Vais... pardon. Et il y a également un autre canal, effectivement, vous pouvez poser directement vos questions au médecin du travail qui pourra éventuellement redispatcher la question au préventeur de votre secteur aussi. Moi, j'ai oublié de partir cette slide, mais. Ok. Donc, normalement, c'est le tour de Valérie. Valérie, tu peux revenir? Oui, bonjour, Valérie Nico. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes de connexion. Voilà, je reprends le fil. Donc, nous allons parler maintenant du rôle du référent Covid-19 qui a été rendu obligatoire en en juin avec la mise à jour du protocole. Thibaut, si tu veux bien. Oui. Merci. Qui a été rendu obligatoire effectivement à partir de juin suite à la mise à jour d'un protocole national qui concerne l'ensemble des entreprises à partir du moment où vous avez un salarié, effectivement, que vous ayez un salarié ou 200 salariés, vous devez être dans cette obligation de désigner une personne.
Alors pour les entreprises de petite taille, bien évidemment, ça peut être le dirigeant. Si vous êtes dans une taille si vous êtes dans une entreprise de taille un petit peu autre, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'avoir un référent pour les cellules de crise, un référent pour le Covid, le référent pour le plan de continuité d'activité. Enfin, vous pouvez varier si vous avez des ressources adaptées par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, le référent Covid a des missions, un rôle et des missions qui vont être communiquées à l'ensemble du personnel pour qu'il puisse être sollicitable par l'ensemble des personnes. Et bien évidemment, quand c'est un suppléant, puisqu'on est en temps de crise sanitaire et que probablement il peut y avoir des moments où effectivement il y a des absentéismes. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui soit au courant des dernières avancées et qui puisse prendre le relais assez rapidement. Quoi qu'il arrive, comme toutes les obligations qui incombent à la direction, il faut effectivement que cet engagement soit fort et clair. Donc, il faut vraiment définir les missions qui peuvent être dédiées à ce référent Covid. Donc, clairement définies, formalisées. Il faut que cette personne puisse bénéficier de l'autorité nécessaire, bien sûr, à la réalisation et à la bonne continuité, ou en tout cas la mise en place et le déploiement de ces actions, et qui puisse réaliser aussi ou qui mette à disposition des informations, des sensibilisations. J'ai beaucoup de mal en début de semaine, je m'en excuse, à l'accomplissement de toutes les missions qui vont lui être confiées. Thibaut ? Ouais, j'ai déjà passé, t'as pas la caméra. Voilà. Quelles sont ces connaissances et compétences préalables ou quels sont les prérequis qui pourraient être intéressants? De toute façon, c'est effectivement avoir une bonne maîtrise, je dirais, de cette gestion de crise sanitaire. Donc, connaître, maîtriser forcément tous les gestes barrières qui va devoir être mis en place et qui vont devoir être adaptés dans l'entreprise. Bien sûr, bien veiller à prendre en compte toutes les mesures des différents protocoles nationaux qui vont évoluer au fil du temps pour faire face à cette crise sanitaire. Savoir bien évidemment déployer tous les gestes barrières s'il y a des situations exceptionnelles. On pense notamment s'il y avait des accidents, des attroupements, des nouveaux cas, mais ça peut être aussi en cas de grève ou quoi que ce soit. En tout cas, tout événement ponctuel ou exceptionnel, mais en tout cas qui va identifier de nouvelles situations dangereuses, il va falloir effectivement pouvoir organiser ces gestes barrières, en tout cas, et cette distanciation sociale. Il est important aussi que le référent Covid puisse soit déjà assurer une veille réglementaire et documentaire et savoir utiliser toutes les différentes ressources qui vont être disponibles sur les sites gouvernementaux, professionnels, et puis après tous les sites qui vont nous proposer une orientation ou des axes de travail. Okay. Merci Valérie. On va passer à quelques missions. On va lister un peu quelles sont les missions, on va dire, type du référent Covid. Vous allez voir que par plusieurs aspects, finalement, ça se ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le salarié compétent en matière de prévention. Donc, le référent Covid doit faire ou mettre à jour l'état des lieux et la situation initiale de l'entreprise au niveau de son organisation, de sa technique et de ses ressources humaines. Il participe à la mise à jour du document unique et du plan d'action par rapport au risque spécifique qu'est le Covid-19. Il y a d'ailleurs un atelier qui est organisé par la SC Grand Lyon sur cette thématique de la mise à jour du document unique par rapport au Covid-19. Il s'assure du déploiement et du respect des mesures de prévention. Donc voilà, il aide à définir quelles sont les mesures de prévention, mais aussi il va participer à la vérification comme quoi ces mesures sont bien respectées et bien appliquées dans l'entreprise. Il doit prendre en compte l'ensemble des activités des acteurs et des interactions extérieures. On n'oublie pas tout ce qui va être salarié détaché. On pense notamment aux entreprises qui font la prestation de services, les abonnements d'intérim, etc. Et on n'oublie pas aussi tous les prestataires qui peuvent éventuellement venir sur notre entreprise, les livreurs, d'autres intérimaires qui peuvent venir chez vous, etc. Donc on pense bien à toute l'activité de l'entreprise et pas juste aux salariés, on va dire, permanents de l'entreprise. Donc voilà, pareil, il y a aussi les déplacements professionnels, notamment pour les commerciaux, qui peuvent être faits. Donc voilà, il faut bien prendre en compte toutes les activités de l'entreprise. Il peut aussi être là pour aider à choisir les équipements de protection qui sont les plus adaptés à l'activité de l'entreprise. Par exemple, il y a eu un long débat sur l'utilisation des gants au début. Voilà, donc le référent Covid va être celui qui va pouvoir entre guillemets aider à trancher, on va dire, sur l'utilisation de tels ou tels EPI, est-ce qu'ils sont adaptés ou pas à l'entreprise et est-ce qu'on évite ou pas un risque. Il vérifie aussi que les équipements et les fournitures sont accessibles et en quantité suffisante. Parce que bon, là,
c'est un peu moins vrai maintenant, mais c'est vrai qu'au déconfinement, beaucoup de difficultés pour se fournir en masques et en gel hydroalcoolique. Normalement, maintenant, c'est plutôt résolu. Il va aussi organiser tout ce qui est nettoyage, donc l'entretien régulier des locaux et notamment avec le renforcement sur les zones de contact pour le ménage de tous les jours. Mais on n'oublie pas également d'intégrer dans tout ce nettoyage un protocole avec l'entreprise prestatrice ou en interne en cas de suspicion Covid. Donc, je vous rappelle que si jamais vous avez un cas Covid qui est pas déclaré, mais en tout cas qui est soit soupçonné, etc., il doit y avoir un nettoyage renforcé qui doit être fait au niveau de son poste de travail. Il va participer à l'élimination des déchets et hop là, pardon. Il s'assure de la sensibilisation des collaborateurs de l'entreprise et des prestataires extérieurs au respect des gestes barrières. Donc on revient toujours à cette idée que en fait il va être là pour animer un peu la prévention. Donc il anime donc des réunions régulières, donc type quart d'heure sécurité, minutes de prévention. Il assure un affichage fort et visible des consignes sanitaires pour l'ensemble des collaborateurs. On pense notamment éventuellement à faire des voies de circulation, à marquer le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans des pièces partagées type salle de réunion, open space. Donc c'est aussi l'interlocuteur privilégié pour la montée d'information des salariés. Donc c'est plutôt lui qui va résumer, qui va récupérer en fait par exemple si une personne pense être en contact, donc voilà, ça va être vraiment l'interlocuteur privilégié pour pouvoir faire remonter ces informations. Il va aussi aider à identifier et à gérer avec les contacts dans l'entreprise. Donc là, on vous fournira une matrice cas contact qui a été faite par des collègues et un peu enrichie par nous au niveau de cette identification des cas contacts. Et mise en place du contact tracing et surtout on sensibilise à l'utilisation de tous Covid, tous anti-Covid, pardon. On vous rappelle que dans le protocole, le gouvernement demande à ce que l'entreprise sensibilise les salariés à l'utilisation de cette application, bien que bien entendu on ne puisse pas la rendre obligatoire. Donc voilà, on a à peu près revu les principales missions d'un référent Covid. Donc en fait, si on résume, sa mission consiste à animer et coordonner les actions en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19. En gros, pour faire un raccourci un peu rapide, c'est un salarié compétent sur la thématique du référent Covid-19. Donc maintenant qu'on a fait un peu cette présentation rapide, comme vous le disiez, l'idée c'était surtout de faire une espèce de libre antenne pour vous donner la parole, pour pouvoir poser nos questions, éventuellement échanger entre vous professionnels. Donc vous avez l'outil qui s'appelle lever la main, qui va me permettre moi de voir que vous souhaitez prendre la parole et poser des questions. Donc n'hésitez pas à lever la main virtuellement pour que je puisse ouvrir vos micros et échanger. N'hésitez pas bien entendu à utiliser aussi l'outil questions. Si vous n'avez pas de micro, vous préférez ne pas parler, mais que vous avez quand même une question à poser. Et voilà, donc là maintenant on va vraiment mettre sur le temps d'échange. Juste la petite chose, voilà, on vous a mis pas mal d'annexes dans le document avec des rappels de pas mal de choses. Et il y a quelques liens ressources aussi pour vous aider à avoir des sources d'informations, on va dire, à peu près fiables. Et donc là, on va passer sur le temps donc d'échange avec vous. Donc j'attends de voir si vous êtes intéressé. Il n'y a pas de questions écrites pour l'instant, Thibaut. Ouais, je suis en train de regarder aussi. C'est quelqu'un qui, Céline Blondin qui va écrire apparemment. Oui, je suis en train d'écrire. Allez, on va vous transmettre. Vas-y, Thibaut. Pardon, excuse-moi, du coup je l'ai ouvert aussi. Oui, on va vous transmettre le support ainsi qu'un ensemble de documents qu'on estime être utiles pour un référent Covid. Donc on va vous fournir tout ça. Ah, donc je vais ouvrir le micro de Madame Martine Chenard. Hop. Le son est coupé de votre côté, il faut activer le micro pour pouvoir parler. Madame Chenard, si vous m'entendez, votre micro est Vous m'entendez? parfait, voilà. C'est très, on vous entend. Parfait. Bonjour. Moi, j'ai une question. C'est par rapport au renforcement du nettoyage si on a un cas Covid dans la société. J'ai, en fait, dans ma société, on est tous en télétravail depuis le 30 octobre. Et la semaine dernière, j'ai une personne qui m'a informé qu'elle avait été testée positive. Donc, du fait que les locaux ne soient pas occupés, est-ce qu'on est quand même soumis à ce nettoyage renforcé? Alors non, là c'est vraiment dans le cadre où la personne serait dans vos locaux, elle est à son bureau classique. Effectivement, vous n'allez pas faire le ménage chez elle ou dans l'entreprise si elle n'a pas utilisé d'entreprise. Enfin voilà, il faut qu'elle soit présente dans les locaux pour que le ménage soit justifié. Si par exemple
Si la veille de ces symptômes, elle était dans l'entreprise, effectivement, là, il faudra penser à faire une désinfection. Si elle était en télétravail toute la semaine, il n'y a pas effectivement qu'elle n'a pas été dans les locaux, il n'y a pas de nécessité à faire un nettoyage renforcé. Voilà. Puis il faudra juste penser, quand il y aura le retour de l'ensemble des salariés, à faire un ménage normal, classique. Voilà. Ouais, Rien de, voilà, rien de d'accord. particulier à organiser de manière précise Oui. pour votre cas. Oui, parce que je me dis que le virus, il a aussi une durée de vie et que si on revient 10 Très jours limité. après, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je peux revenir, Complètement. je peux revenir sur la petite, hop, on a une, voilà, ici, voilà, c'est un peu le rappel sur la durée de vie. Et ça peut quand même aller ça peut rester quand même assez longtemps sur certaines surfaces, hein. Sur le verre Ah ouais, métal, par exemple, on peut aller jusqu'à 5 jours, 4 jours effectivement. pour du bois. Donc effectivement, faut quand même pas négliger le Mm. nettoyage. Hein. J'ai D'accord, notamment eu des cas actuellement là qui sont remontés de clusters, si on peut dire, qui étaient liés en fait à un mauvais nettoyage. Donc il faut d'accord. quand même rester vigilant sur ces questions de nettoyage. Bon, c'est clair, merci. J'ai une question de Madame Bertova sur est-ce que l'ASC propose des formations sur le référent Covid? Alors non, on ne propose pas actuellement on propose pas actuellement de formation, sachant que j'ai vu plusieurs prestataires de services qui en proposaient, mais j'ai moi personnellement pas de retour sur la qualité de ce qui est fourni. Je sais pas si vous les filles vous avez connaissance de formation. De toute façon, aujourd'hui, les services de santé inter-entreprises n'ont pas vocation de délivrer, en tout cas, ou de dispenser des formations telles qu'on pourrait le faire pour, par exemple, un sauveteur secouriste du travail. C'est déjà un premier. Ah. Attends. Coupure de son, excusez-moi. Désolé Valérie, il y a une coupure Alors, de son de micro à cause de moi. alors je ne sais Désolé. pas à quel moment Faut j'ai reprendre été depuis coupée. depuis Je le reprends début. depuis le début. Ouais, excusez-moi, ma faute. Donc je voulais apporter juste déjà une petite précision, c'est que les services de santé inter-entreprises n'ont pas vocation de dispenser des formations réglementaires, telles que le sauveteur secouriste par exemple, ou les guides d'évacuation, les choses comme ça. On peut vous accompagner effectivement pour vous sensibiliser, mais on va pas, ça va pas être une formation diplômante ou qualifiante, en tout cas. Déjà dans un premier temps. La deuxième chose, c'est que le référent Covid a été rendu obligatoire juste au protocole national du 24 juin. Jusqu'à présent, c'était fortement recommandé et ça a été fortement initié par le BTP, qui est un secteur d'activité assez actif, on dirait, maintenant proactif. Aujourd'hui, il n'y a pas encore forcément de contenu très déterminé, je dirais, quant au contenu de la formation. Et c'est vrai qu'après, effectivement, tous les organismes de formation peuvent présenter, j'imagine, leur programme selon leurs ressentis, selon les attentes, etc. Donc, on n'a pas de précision tout simplement sur éventuellement les acteurs qui pourraient dispenser ces formations. Et même les CARSAT actuellement, je ne crois pas qu'ils proposent encore d'informations ou de formation en tant que telle. D'accord. Donc après, j'ai vu, donc je vais donner la parole à monsieur Eric Birgon. Donc le micro est ouvert de mon côté, il faut que vous l'ouvriez du vôtre. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, une question sur le rôle du référent Covid et du travail qu'on peut faire avec les services de santé, notamment à l'ARS, parce qu'on s'est rendu compte que lors de l'identification de cas contacts dans une de nos équipes, quand on a voulu prêter entre guillemets main forte à l'ARS pour pouvoir donner les coordonnées rapidement de toute l'équipe, de tous les gens qui avaient été identifiés, ils nous ont gentiment dit que c'était pas à nous de le faire et c'était uniquement à la personne identifiée à l'origine de le faire. Donc voilà, j'ai trouvé un peu dommage que puisqu'on avait des informations et qu'on était capable de les transmettre très vite, on ne profite pas en fait de ça. En tout cas, qu'il n'y ait pas un travail prévu à faire ensemble. Alors, personnellement, je suis assez étonné d'avoir ce retour. Alors, tant mieux si c'est une exception, mais c'est vraiment, pour le coup, voilà, ça a été un petit peu surprenant pour nous aussi. Alors moi, je ne pas que vous me faites ce retour-là, en tout cas, personnellement. Après, c'est vrai qu'il y a la multiplication aujourd'hui des cas contacts. Et il est vrai que maintenant, l'ARS ou la CARSAT met plusieurs jours déjà à vous contacter.
Donc c'est vrai que plutôt on a les informations, plutôt on casse la chaîne de transmission. Alors c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir travailler côte à côte ou en tout cas de façon beaucoup plus fluide. Et puis il se pose la question aussi de données confidentielles du fait de l'état de santé, etc. Donc c'est vrai on a souvent des problèmes juridiques par rapport à ces différents interlocuteurs. Donc je dirais peut-être que ça va être reprécisé avec cette deuxième période de confinement, mais c'est vrai que pour le moment on manque un peu d'informations par rapport à ça et l'organisation du coup est un peu fragile, on va dire. D'accord. Merci. Bon. Voilà, nous on encourage quand même en interne éventuellement faire tracer notre contact, ne serait-ce que pour pouvoir isoler et essayer de casser la chaîne de transmission, même si la CARSAT des fois ou l'ARS mettent beaucoup de temps à réagir. Je vais donner la parole à Madame Solange Fracasso. Donc le micro est ouvert de mon côté, il faut que vous ouvriez votre micro. Alors, mon micro est ouvert aussi. Parfait. On vous entend. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai deux questions. Oui. La première, quelle obligation a un salarié d'avertir qu'il soit en arrêt maladie pour suspicion Covid? J'ai eu des salariés qui se sont arrêtés pour 3 jours pour aller se faire tester, ne sachant pas s'ils étaient positifs ou non, sans nous prévenir ou sans forcément donner au minimum l'information, oui, risque Covid ou non. Donc, quelle obligation a le salarié de prévenir son employeur? Céline, on peut peut-être je sais pas, Céline, peut-être des éléments de réponse. Alors en fait, le salarié n'a pas d'obligation. En fait, le salarié, la seule chose qu'il a comme obligation, c'est par rapport au code du travail, c'est de faire attention à la santé, à la sécurité de ses collègues de travail. Donc normalement, au bon vouloir, il devrait prévenir s'il est cas contact ou s'il est cas positif, mais il n'a pas d'obligation de vous dire pourquoi il est en arrêt. Alors ça, on est bien d'accord, il y a le secret médical, mais je pensais que la moindre des choses était de pouvoir déjà, dans la perspective de rompre les chaînes, d'avertir, j'ai une suspicion Covid. Dans le bon sens, oui. Après, il n'y a rien d'écrit comme quoi le salarié a l'obligation de prévenir son employeur. Là, effectivement, il faut créer un dialogue social dans l'entreprise en expliquant un peu les priorités de chacun. Et effectivement, c'est un droit qu'ils ont de garder le secret sur leur situation, sur leur santé. Oui, après, voilà, il faut leur expliquer qu'ils ne seront pas stigmatisés, que ça va pas être. Des fois, voilà. Non, mais c'est peut-être une peur que peuvent avoir certaines personnes parce qu'il y a tellement de choses qui sont anxiogènes actuellement sur ce sujet qu'ils peuvent avoir peur de le dire parce que voilà. Donc, il faut effectivement leur dire que dans leurs droits, ils ont effectivement le droit de refuser de dire qu'ils ont le Covid. Par contre, il faut leur expliquer que s'ils vous le disent, vous pouvez prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger leurs collègues aussi. Donc, oui, voilà, la problématique, c'est qu'il faut avoir un dialogue social dans l'entreprise sur ces questions-là. Ouais. Va à la deuxième. Va à ma deuxième question. Je voulais juste compléter. De toute manière, effectivement, d'où l'intérêt peut-être d'identifier un référent Covid, parce que du coup, l'information peut être juste donnée au référent Covid et peut-être aussi répéter aux salariés, en tout cas communiquer largement là-dessus, c'est que en fait, son nom ne sera pas communiqué au niveau des autres salariés. Je veux dire, on peut juste, non, mais je veux dire, peut-être que les salariés ont aussi besoin de l'entendre, que ce qui est nécessaire derrière, c'est de pouvoir effectivement, comme l'a dit une autre adhérente tout à l'heure, c'est effectivement déjà peut-être pouvoir prévoir la modification de l'organisation du travail ou alors le nettoyage et la désinfection des locaux, et le fait d'avoir identifié une personne Covid ne remet pas, je veux dire, ne sera pas le nom ne sera pas lâché sur la place publique. Donc, il faut aussi faire appel, je dirais, à son devoir de citoyen et son devoir aussi de salarié. Mais après, ça, c'est vrai que c'est très personnel. Oui, je vous rejoins, d'autant plus que je parle pour le cas d'une PME de 45 personnes. Alors, pour le coup, une personne qui est absente, ça se voit toujours. Mais bien entendu, j'en reviens à ma deuxième question où vous parlez le dialogue social. Bien sûr, il y a un dialogue social. Il y a un plan qui a été mis en place dès le premier confinement puisque nous, on a continué notre activité.
y compris avec le CSE. Et malgré tout, j'ai de grandes difficultés à faire maintenir ces règles sur le deuxième confinement où le port du masque, c'est la sanction, soit malgré le dialogue, certains salariés ne gardent pas le masque. Donc, qu'est-ce que vous préconisez pour effectivement maintenir ce dialogue? Au fait, bon, les gens adhèrent au discours, ils ont conscience de la situation, mais ce n'est pas pour autant qu'ils appliquent systématiquement les gestes barrières. Alors, bien entendu, ce n'est pas le choix, comme vous le disiez, de façon des noms, mais de rentrer dans ce bras de fer. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour essayer vraiment de poursuivre dans ce dialogue et dans l'adhésion de tous les salariés à ces gestes barrières et au port du masque? Alors, quelqu'un veut se lancer ou j'y vais? Vas-y, on complétera. Non, alors c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelle activité vous avez, s'il vous plaît? Alors, nous sommes une chaudronnerie, bien entendu, mes salariés dans les bureaux sont en télétravail. Par contre, j'ai une activité de production avec effectivement très grands espaces, hauteur sous plafond importante, beaucoup d'espace, mais bon, des salariés qui sont susceptibles de se croiser. Bah, alors là-dessus, il y a Céline, tu me détrompes-moi si je dis une bêtise dans le protocole en tout cas, parce que notamment la chaudronnerie, je pense donc c'est une activité qui peut être assez physique sur ce qu'ils font. Ouais. C'est un Donc, atelier, voilà, c'est un atelier, donc ils peuvent ponctuellement ne pas porter le masque dans la tâche qui nécessite un effort physique. Par contre, effectivement, par contre, si jamais ils se déplacent dans l'atelier pour X ou Y raison, là, ils doivent porter par exemple le masque. Après, il faut voir si, pareil, s'ils ont de l'espace suffisant pour faire si leurs différentes tâches se font à des distances qui permettent d'être à plus de 4 mètres carrés par personne, normalement, bon, le temps qu'ils font leur tâche toujours qui est demandeuse physiquement, ils peuvent ne pas mettre le masque. Par contre, il faut bien leur dire qu'une fois qu'ils ont fini leur tâche et qu'ils vont aller voir un collègue, boire un café, que ça, dès qu'ils vont se déplacer dans l'entreprise, là, ils doivent reporter le masque. Après, effectivement, la prévention, hein, c'est comme si vous étiez à l'école, hein, il faut répéter, 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 répéter. Si vraiment, au bout d'un moment, ça n'arrive pas, la sanction peut être une chose. Le masque est considéré comme un EPI maintenant. Le non-port des équipements de protection individuelle par les salariés, ça peut être une faute grave. Alors, on ne souhaite pas qu'on arrive d'arriver jusqu'à là, bien entendu, mais comme on disait tout à l'heure, c'est aussi la responsabilité des salariés de prendre ça de se rendre compte de ça, en fait. Oui, mais tout à fait. Alors, c'est tout à fait le cas. Le port du masque n'est pas obligatoire toute la journée puisqu'ils ont des postes délimités, à l'exception de deux qui sont obligés de travailler ensemble. Sinon, ils ont un espace suffisant, délimité, pour pouvoir travailler en individuel. Le port du masque est obligatoire quand ils ont des travaux en commun ou lorsqu'ils se déplacent. Malgré tout, je vois bien que ceci est compliqué. Il y a encore des gestes pour se saluer le matin. Alors, je ne suis pas forcément d'accord quand ils arrivent, mais voyez, ce genre de choses. Des distances qui sont pas à la pause cigarette ou à la cantine. Donc, vous dites oui, le dialogue, mais c'est une chasse quotidienne. Donc, quelles sont les alternatives entre oui, le dialogue social, vous dites, elle est à la faute grave. Dans le contexte actuel, c'est quand même pas le but. Est-ce que vous faites des quarts d'heure sécurité ou des petits moments tous les matins où vous avez des petits groupes où vous parlez, vous pouvez échanger avec le manager ou le chef d'équipe et son équipe? Bien entendu. Alors non, on n'a pas tous les matins. Hein. Il y a une réunion d'équipe de production les matins. Et après, il y a des, comme vous dites, qui sont des demi-heures, 3 fois par semaine. Parce que ça serait peut-être dans ces demi-heures, en fait, d'impliquer, en fait, les chefs d'équipe ou les managers à essayer de discuter de ces gestes barrières et à essayer de leur faire comprendre que, tous ces gestes sont pas faits. Alors oui, socialement, c'est compliqué, mais si on met ces gestes en place, c'est pour justement éviter la transmission du virus et qui tombent malades. Après, en annexe, vous avez des petits documents, des petites affiches aussi qui peuvent expliquer. Par exemple, celle-là où vous avez, s'il y a 2 personnes qui portent le masque,
il y a Ah 90% oui, je l'ai déjà de chances affiché. que… Ouais, je l'ai déjà affiché, celle-ci, effectivement, elle était intéressante pour sensibiliser. Oui, oui, j'entends ce que vous dites. En fait, c'est amener c'est ce que disait Thibaut, c'est rabâcher, mais en essayant de peut-être qu'ils échangent avec leur manager ou leur chef d'équipe avec qui ils travaillent très régulièrement pour essayer en fait de faire rentrer les gestes barrières. Et sinon, je voulais juste rajouter quelque chose dans les ateliers. Donc, si le port du masque n'est pas obligatoire quand il y a des efforts physiques, par contre, ils doivent le remplacer par un port de visière. Tout à fait. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, oui, ils ont. Mais là aussi, moi, j'ai des soudeurs, donc automatiquement, ils ont une visière de soudage. Donc, je suis partie du principe que quand ils étaient à leur poste, la visière pouvait effectivement faire office de protection. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de justement d'avoir un temps d'échange? On parlait tout à l'heure d'un quart d'heure sécurité ou quoi que ce soit, mais prendre un petit temps, notamment sur cette problématique. Alors déjà, le port des EPI au quotidien, quand on est à son poste de travail, c'est déjà compliqué. Là, on implique une dimension autre encore en plus avec la crise sanitaire. Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer d'engager un dialogue, je dirais, pour savoir les raisons pour lesquelles ils veulent pas le porter et essayer de comprendre, en tout cas de leur faire comprendre. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'ils évoquent? Alors, le masque me fait vomir. 2, j'ai eu le Covid au mois de mars. Bon, part du principe que le collègue… les problèmes d'humidité, justement, aujourd'hui, sont très débattu, sont pas extrêmement fiables. Hein, donc… 3, on n'a pas été touchés, donc on vit entre nous. Mais beaucoup, effectivement, et je l'entends aussi, hein, le port du masque sur une durée importante dans la journée, c'est pas évident. Alors, ça serait peut-être de relancer le dialogue pour voir effectivement si en changeant de masque, parfois hein, c'est un peu difficile. Hein, on comprend bien la réalité sur le terrain. Ça, je l'ai fait. J'ai déjà essayé de changer de masque. Il y en a certains qui étaient plus masques tissu, puis d'autres masques jetables. J'ai laissé l'opportunité sur les deux. Aux salariés. Après, peut-être essayer d'identifier dans une journée des moments indispensables. Bien sûr que c'est toujours indispensable de porter le masque et on l'a bien vu avec l'annexe où on voit effectivement les chances de contamination suivant qu'on porte un masque, suivant ou pas. Mais c'est peut-être de se dire, de redécouper encore cette journée et de se dire, voilà, identifier à certains moments là où la discussion n'est pas possible et le port du masque est systématique et là où on pourrait peut-être avoir une souplesse sous couvert, c'est toujours pareil, hein, d'une évolution de la crise sanitaire. Hein, c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, je dirais la difficulté dans ce confinement. Je dirais que dans les entreprises, la plupart du temps, c'est les méthodes, les gestes barrières et les règles de distanciation sont plutôt, je dirais, pour la plupart acquises et respectées. Je dirais que maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est aussi surtout quand la sphère privée s'insère dans la vie professionnelle. Je pense notamment au repas du midi, la pause cigarette, où là on est quand même à proximité, et là où on est beaucoup moins vigilant, quoi. Donc c'est peut-être l'occasion d'attaquer par un autre angle, et puis après effectivement, quand on voit aujourd'hui les chaînes de transmission qu'un individu peut contaminer un grand nombre d'individus, et on voit bien, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, qui n'a pas été à contact? Plus grand monde, hein, je pense, non? Donc, il faut impérativement que le regard change aussi. On a un devoir de citoyenneté aussi, hein, par rapport à ça, hein, mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Après, si vous estimez en tout cas, restez dans le dialogue. Oui, bien entendu. Mais j'entends aussi par rapport à la médecine du travail donc locale qui nous disait le port du masque, il faut que ça soit ou la visière, ça soit en permanence. J'entends soit l'un soit l'autre. J'entends que s'ils sont à leur poste à bonne distanciation dans effectivement un environnement aéré, avec une ventilation adaptée aussi. Avec les ventilations. On peut se permettre à ce que les salariés quittent, en étant seuls, les protections. Sur certains moments. Sur certains moments, il faut vraiment identifier si c'est possible
Et si c'est possible, je dirais quand on est dans un dialogue aussi difficile, peut-être se dire que sur une petite période et vraiment dans des conditions très encadrées, mais par contre ça il faut vraiment le formaliser, il faut vraiment qu'elle soit connue et respectée de tous. Ça peut s'envisager. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais Tu voulais réagir, Céline, non? Normalement. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, alors pour le masque, oui, mais normalement, c'est dans ces cas-là. Enfin, ce qui risque, c'est que s'ils portent ni la visière ni le masque, ils risquent d'oublier et d'aller voir un collègue et d'être sans protection. C'est ça. Oui. Ça. Il faudrait peut-être faire une simulation, en fait. C'est de se dire, on prend une personne lambda qui pense en ayant un masque, hein, bien évidemment, hein, vous faites le test avec le masque, mais d'essayer d'identifier tous les, déjà d'observer quelqu'un. Donc le fait qu'il va porter les mains au masque, le fait qu'il va toucher la machine, qu'il va toucher la poubelle, qu'il va prendre le stylo, qu'il va peut-être identifier avec vos salariés toutes les sources de contamination à son poste de travail et autour de son poste de travail, donc dans l'environnement, s'il fait des déplacements là où il peut contaminer, et après voir avec eux, se rendre compte finalement que en fait il n'y a pas tellement de moments où on pourrait ne pas être protégé, quoi. Bon, j'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, très bien. Je m'excuse si j'ai monopolisé la parole. Non, il n'y a pas de souci. C'est le but de cette émission, si je puis dire. Est-ce que d'autres personnes auront des questions? N'hésitez pas à lever la main. Sinon, ce que je propose, c'est qu'on va faire un petit tour de table. Je vais ouvrir au micro les uns après les autres. Si vous voulez faire un petit peu d'échange rapidement, nous faire un petit retour sur la présentation. Je vais ouvrir le micro de Madame Alexandra Vernet. Donc le micro est ouvert de mon côté. Il faut le... Donc tant pis, on va passer à la suivante. Donc Madame Schneider, donc le micro est ouvert de mon côté. Il est ouvert de vôtre. Est-ce que vous avez des retours, des choses Oui, j'aimerais. Oui, vous m'entendez? Bonjour. On vous entend. Bonjour. J'aimerais savoir, lorsqu'un salarié sait qu'il a été cas contact, qu'il n'a pas encore été contacté par l'ARS, est-ce qu'il peut rejoindre son travail? Est-ce qu'il peut aller au travail sans souci? Il est en attente d'un appel ou pas de l'ARS? Non, il faut qu'il soit isolé. Et si c'est un cas contact, vraiment un cas contact à risque, c'est-à-dire qu'il a été en contact face à face à moins d'1 mètre ou qu'il a été en discussion de plus de 15 minutes avec quelqu'un sans masque, ça on parle sans masque, ou qu'il a utilisé du matériel qui n'a pas été décontaminé ou qui vit avec une personne qui a le Covid. Il faut qu'il soit isolé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas aller au travail et il doit être isolé le temps d'aller faire son test. D'accord. Donc si c'est un cas contact, s'il vit avec la personne, le test peut être fait de suite. S'il ne vit pas avec la personne, que c'est un cas contact professionnel ou personnel, mais qu'il voit que de temps en temps, il faut attendre 7 jours à partir du moment où il a vu la personne pour la dernière fois. D'accord. Donc si c'est un cas contact qui dure juste 1 ou 2 minutes, il n'est pas obligé de respecter ces règles-là alors? S'il a porté le masque, il n'y a pas de souci. S'il a porté le masque, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Par contre, s'il n'y a pas de port du masque et qu'il y a un face-à-face à moins d'1 mètre, il n'y a pas de temps. D'accord, très bien. Et donc, soit vous le mettez en télétravail s'il y a possibilité de le mettre en télétravail. Sinon, il faudra qu'il se déclare au niveau de Amélie quand il sera contacté par la sécurité sociale ou l'ARS pour faire sa déclaration, de se mettre en... La problématique actuellement, c'est que effectivement l'ARS et Amélie sont un peu sous l'eau, surtout de la région Rhône-Alpes.
Oui. Ce qu'il peut éventuellement faire, si vraiment, par exemple, pour vous, c'est très bloquant, vous pouvez pas être en télétravail, etc., mais vous voulez pas non plus prendre le risque qu'ils viennent sur l'entreprise et contaminer d'autres collègues, faudra peut-être qu'il puisse se rapprocher de son médecin généraliste pour qu'il puisse lui D'accord, prescrire un qu'il à se 7 rapproche jours. de son médecin. Oui, Voilà, comme oui, ça, parce il que est plus le moi, temps. nous, moi, je suis, on travaille en crèche, donc le télétravail n'est pas possible. Donc, d'accord, donc la personne doit se rapprocher de son médecin traitant. Parce que, ouais, malheureusement, là, en ce moment, les temps de réponse de l'ARS sont assez longs. Ouais. Ouais. Donc voilà, si vous voulez prendre les devants, parce qu'elle pense vraiment qu'il y a un risque majeur, enfin majeur, vraiment sérieux en tout cas, elle peut se rapprocher de son médecin généraliste en lui expliquant la situation pour qu'elle puisse l'arrêter le temps qu'elle puisse faire le test et puis après voir D'accord. si elle est positive ou non. D'accord, très bien. C'est vrai que nous, on attendait l'appel de l'ARS du coup, mais d'accord. Ça peut durer Très très bien. longtemps, ouais. Bon, Merci. ça peut mettre plusieurs jours hein, Oui. avant qu'ils vous contactent. Et c'est pas forcément par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par SMS, etc. hein. Donc c'est vrai qu'il faut être, quoi qu'il arrive, il faut mieux être Devant. isolé dès qu'on a l'affirmation, plutôt que d'attendre la confirmation par l'ARS ou par Amélie. D'accord. Très bien, merci. Merci à vous. Je vais ouvrir le micro de Madame Machet, Karine Machet, donc votre micro est ouvert si vous voulez intervenir. Non, j'ai eu mes réponses sur les diverses interventions, donc je remercie. Très bien. Alors, Madame De Vulder, excusez-moi, je j'écorche votre nom, donc le micro est ouvert. C'est bien De Vulder, oui, merci, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant le protocole et les procédures, en fait, au niveau de la rédaction et de la diffusion de ces protocoles qu'on leur met en place régulièrement. Est-ce qu'il y a des fréquences obligatoires ou est-ce qu'il faut à chaque fois réalimenter le protocole forcément avec les nouvelles instructions? Mais est-ce qu'il y a une fréquence obligatoire à maintenir? Est-ce qu'on peut rester en stand-by pendant un mois si on n'a pas de nouvelles infos? Enfin, voilà, est-ce qu'il faut tout le temps Alors, être acteur ou pas? Alors, je vais donner mon point de vue, puis je laisserai mes collègues en parler. C'est pas forcément bon de forcément tout le temps mettre à jour votre protocole pour rien, entre guillemets. S'il n'y a pas grand-chose qui change, si les règles ne changent pas, que votre activité ne change pas, qu'il n'y a pas de rupture de masque, etc. Si la situation est stable chez vous, c'est pas la peine de rajouter des protocoles. En fait, c'est comme un document unique. Si vous voyez des nouvelles situations que vous n'avez pas vues auparavant, une situation à risque, par exemple, que vous auriez loupé la première fois, effectivement, là, ça peut être nécessaire de modifier le protocole parce que il y avait un risque qui n'avait pas pris en compte et donc du coup, vous mettez d'intervention en face. Oui, Si à pour, travers par un jeu de contre, rôle, justement, que vous précisiez, c'est intéressant, ça, en effet, oui. donc voilà, mais alors, la prévention, ça doit être vivant, bien entendu, mais voilà, faut pas non plus peut-être rajouter trop de communication, ça sert à rien de changer toutes les semaines de protocole, vous voyez, faut rester en fait quelque chose qui soit adapté finalement à votre activité et adapté à la réalité du terrain, en fait, faut pas trop non plus en faire, au risque de brouiller un peu le message au bout d'un moment, quoi. Et Alors, dans le ça, c'est mon point de protocole, vue, y a-t-il des éléments indispensables, enfin, ou en lequel obligatoires qui doivent être enregistrés, ou alors c'est vraiment en fonction de l'activité? Je vais essayer une réponse parce que c'est l'experte du protocole. En fait, vous avez dans le protocole national, je ne sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil, qui est mis à disposition sur le ministère du Travail, en fait, au niveau des employeurs. Vous avez en fait des protocoles obligatoires à mettre dans l'entreprise. C'est le protocole justement de gestion d'un cas symptomatique dans l'entreprise, où là vous avez en fait à détailler toute une procédure de prise en charge de cette personne dans l'entreprise. Donc il y a cette procédure-là qui est à mettre en place. Et après, c'est vraiment, enfin, le protocole en lui-même, c'est celui-là à mettre en place. Après, vous avez des mesures de prévention à respecter qui sont décrites dans le protocole national. Donc, mais de toute façon, c'est un document qu'on va vous envoyer avec la présentation. On vous mettra le dernier protocole qui a été édité donc du 29 octobre 2020, où tout est expliqué. Mais ça peut être quelque chose d'assez laconique. Enfin, je veux dire, on va pas rentrer non plus trop dans le détail parce qu'on va les noyer. Mais je veux dire, du moment qu'on met les 3 ou 4 grands éléments indispensables lors d'un cas symptomatique, après, oui, en effet, on adapte le protocole avec nos agents ou en tout cas notre activité. Mais sinon, les grandes lignes suffisent, j'imagine.
Alors, les grandes lignes suffisent, mais après, c'est à vous de savoir comment gérer dans votre entreprise. Par exemple, il faut que vous identifiez une salle d'isolement pour pouvoir mettre le cas qui est symptomatique si vous avez quelqu'un qui commence à avoir des symptômes. Après, il faut que le référent Covid connaisse ses procédures, qu'il sache ce qu'il y a à faire derrière. Donc, vous contactez soit le médecin traitant, soit le 15 si c'est des symptômes graves que votre salarié peut avoir. Comment vous voulez qu'il rentre en fait son retour à domicile, comment vous l'organisez, le nettoyage de ce bureau et de son poste de travail, comment l'organiser. Enfin, c'est tout ça qu'il y a quand même à mettre en place. Donc, c'est une procédure qui doit exister. Après, vous pouvez juste l'envoyer ou la communiquer à vos salariés en disant voici, vous avez cette procédure qui existe. Mais par contre, les intervenants qui interviennent dans cette procédure doivent connaître la procédure en détail. D'accord, ok, parfait. Après, vous avez les mesures de prévention qui sont à mettre en place dans l'entreprise, qui sont encore autres que ce protocole spécifique. Oui, bien sûr. Et puis peut-être penser aussi à ceux qui ont notamment des salariés qui vont aller en déplacement ou ponctuel ou permanent ou quoi que ce soit. Et là, effectivement, il va falloir bien identifier toutes les sources de contamination sur le trajet, sur s'il y a de la restauration, s'il y a de l'hébergement. Pensez aussi à faire bien prendre connaissance, je dirais, à vos salariés des conditions d'accès s'ils interviennent sur un chantier ou dans une entreprise. Et à contrario, pareil, hein, si vous accueillez des entreprises extérieures, pensez bien aussi à les informer de l'organisation que vous avez mis en place pour qu'ils puissent effectivement, quand ils interviennent sur votre site, respecter toutes ces consignes-là, quoi. Donc bien penser à ça. Et pensez, je pense aussi notamment aux intérimaires, alternants, etc. De bien favoriser aussi la communication, je dirais, avec toutes ces agences de travail temporaire pour que la sensibilisation et que l'ensemble des consignes soient vues avant l'arrivée du salarié sur votre site et derrière venir s'assurer à son arrivée également que la personne a bien compris les éléments, qu'elle sache où sont les affichages, qu'elle sache où trouver du matériel pour se protéger, etc., etc. Donc bien penser aussi à tous ces travailleurs, puisqu'en fait l'entreprise, il y a le trajet pour venir de son domicile au travail, je les accueille sur le salarié, mais je peux faire des déplacements, j'accueille d'autres entreprises, donc c'est tout autant de sources de contamination possibles. Et donc du coup, bien penser à identifier ces risques-là et voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place. Donc s'il y a des changements ou des nouvelles conditions de travail ou quoi que ce soit, bien le spécifier dans le protocole ou avec le protocole en tout cas. Parfait, je vous remercie. Merci à vous. Je vais ouvrir le micro de Madame Héloïse Célie maintenant. Donc le micro ouvert de mon côté. Voilà, vous entendez? Ah, on n'a pas de son qui sort, alors vous êtes micro ouvert, mais... Alors on nous entend pas, Madame Célie, malheureusement. Ouais. Bon, on n'a pas de son, désolé, je reviendrai vers vous après, essayer de régler le son. Je vais ouvrir le micro de Céline Pupier. Le micro Oui, ouvert. bonjour. Bonjour. J'ai pas de questions particulières. Vous avez répondu déjà à pas mal de questions. C'était notamment sur les supports, si on pouvait les avoir. Donc, vous avez dit oui, donc c'est parfait. Merci. Très bien. Merci à vous. Je vais ouvrir le micro de Madame Lucie Grabowski. Donc le micro ouvert de mon autre côté. Oui. Ouais, on vous entend. Oui. Pas de questions particulières pour moi non plus. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Et puis voilà, j'attendrai juste le retour pour les supports. Sinon, c'est tout bon pour moi. Très bien. Alors, monsieur ou madame Bertova, excusez-moi. Donc le micro est ouvert. Alors, le micro est coupé de votre côté. Faut que, si vous souhaitez intervenir, voilà, merci. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend. D'accord. Donc, j'ai déjà posé ma question, vous avez bien répondu et j'en ai pas d'autres. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci. Alors, monsieur Eric Birkon,
Bigorne, pardon. Le micro ouvert. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Non, c'est bon. Bah, moi, j'avais abordé le sujet d'ARS tout à l'heure. Juste une chose, mais c'est plus une remontée. J'ai par 2 occasions eu des médecins généralistes, on en parlait tout à l'heure, qui ont répondu à des collaborateurs identifiés comme cas positifs asymptomatiques, qui les autorisaient à reprendre le boulot et qui leur délivraient pas d'arrêt. On a dû faire du forcing pour pouvoir les mettre en arrêt. Très bien. Alors après, c'est étrange parce que normalement, quand on est cas positif, du coup, c'est même plus le médecin du travail le médecin traitant qui vous arrête. Ouais, c'est plutôt au niveau de l'ARS et de la médic, ça se passe. Donc, c'est très surprenant. Vous n'êtes pas un. C'est bien marqué dans le protocole, effectivement, même asymptomatique. Si le test est positif, on s'isole 7 jours. Et après, en cas d'apparition de symptômes, je consulte un médecin. Et sinon, hop, oui, on est bien d'accord. Hein. De toute façon, l'un s'est mis en télétravail, il le pouvait. L'autre, on lui a demandé de retourner chez son médecin pour avoir un arrêt. Elle n'a pas réintégré l'équipe pendant la semaine. Oui, tout à fait. Très bien. C'est tout bon pour vous? Oui. Merci bien. Je vais ouvrir je vais ouvrir le micro de Madame Julie Gatebois. Donc le micro est ouvert de notre côté. Il faut que vous ouvriez de votre côté le micro. Voilà, parfait. Oui, vous m'entendez? On vous entend. C'est très bien, j'ai pas de questions. Bon, ben parfait, merci. Je vais ouvrir le micro de Monsieur Julien Jalamion. Bonjour. Oui, bonjour. Pas de questions, c'est tout bon, merci. Très bien. Donc je vais rouvrir le micro de Madame Solange Fracasso. Est-ce que c'était tout bon pour vous? Vous avez d'autres choses? Non, tout va bien, merci beaucoup. Très bien. Je vais ouvrir le micro de Madame Alison Miranda. Donc le micro ouvert. Votre micro ne marque pas de questions. Ouais. Ok, bon, c'est tout bon. J'ouvre le micro de Madame Martine Chenard. Oui, alors moi je vais peut-être pouvoir répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur la possibilité de suivre une formation référent Covid. Ah oui. Oui. Il y a un organisme sur Lyon qui en fait, des Fidal Formation, ils sont à Vèze. D'accord. Vous avez participé à une formation chez eux? Oui. Alors, vous pouvez nous faire un petit retour éventuellement sur le contenu si ça vous a semblé. C'est en demi-journée. Moi, ça s'est fait sur une matinée en 4 heures. Et le programme, c'était le contexte juridique, le contexte propre à l'entreprise, les rappels fondamentaux en matière de sécurité. Il y avait la désignation du référent Covid, donc quelles sont les préconisations, la procédure, le rôle et la mission du référent, les missions d'alerte, les documents à connaître, et puis après tout ce qui est communication. D'accord. Vous m'avez dit c'est Fidal comment? Fidal Formation. Ah, Fidal, ok. C'est aborder le sujet d'un point de vue juridique. D'accord. C'est vrai que nous, on ne va pas sur ces terrains, donc ça peut être un complément. Est-ce que vous avez éventuellement des questions, des choses que vous voulez préciser sinon? Non, tout est clair. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet échange. Je vous en prie. Je vais ouvrir le micro de Madame Lorraine Bonnet. Donc votre micro est ouvert de mon côté. Du coup, si vous voulez intervenir, Madame Bonnet, il faudrait ouvrir votre micro de votre côté. C'est pas grave. Donc je vais passer à Madame Stéphanie Godet. Votre micro est ouvert de mon côté. Donc il faut que vous puissiez l'ouvrir aussi de vôtre. Votre micro est ouvert. Vous entendez? Il n'y a pas de son non plus. Peut-être un problème de micro de votre côté. Donc si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet questions, à l'écrit, parce qu'on ne vous entend pas de notre côté. Je vais ouvrir le micro de Madame Anne Lastman. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une question. J'ai entendu tout à l'heure une des intervenantes dire que le référent était devenu obligatoire depuis le protocole du 24 juin.
Oui. J'avais pas compris ça en fait. Enfin, en lisant les textes, j'avais compris que c'était plus une recommandation, mais pas une obligation. Et nous, on est une petite entreprise, on est 14 personnes. Donc voilà, je me posais la question est-ce que c'est vraiment, vraiment obligatoire? Et puis pour des toutes petites entreprises, est-ce que généralement vous constatez que c'est le dirigeant d'entreprise qui est de fait le référent Covid ou est-ce qu'il y a d'autres cas de figure qui se présentent? Alors, effectivement, pour les petites entreprises, en général, ça peut tendance à être de facto le dirigeant, puisqu'en général, c'est lui qui s'occupe de tous les aspects de prévention dans la boîte, dans le cas de petites structures. Mais effectivement, dans le protocole, il y a marqué un référent Covid doit être désigné. Donc là, c'est vrai que ça laisse pas vraiment de place à l'interprétation. Donc, ouais, par défaut, ce sera le dirigeant, puisque de toute façon, c'est le dirigeant d'un point de vue légal qui a la responsabilité de la sécurité de ses salariés. Libre à lui après effectivement de déléguer cette fonction à une autre personne. D'accord, merci. C'est d'autres choses à rajouter, chers collègues? Non, après, à partir du moment où on a une bonne connaissance de l'entreprise, effectivement, on peut très bien être délégataire. Il n'y a pas de souci particulier. Et le problème, c'est que c'est comme le document unique. Vous avez un salarié, vous avez les mêmes obligations qu'une autre entreprise. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de discernement entre petites et grandes entreprises. Après, c'est juste l'organisation qui va être différente d'une entreprise à une autre. Après, ça n'implique pas non plus. De toute façon, je suis persuadée que vous faites, même si vous n'aviez pas aujourd'hui un référent Covid désigné, vous étiez déjà bien vous étiez déjà bien en veille, j'imagine, réglementaire par rapport au changement sur les protocoles sanitaires, que les gestes barrières ont bien été mis en place, que la communication se fait ou quoi que ce soit. C'est juste une formalisation, tout simplement, de l'organisation que vous allez mettre en place. N'y voyez pas quelque chose d'insurmontable. Je veux dire, généralement en sécurité, quand on interroge un petit peu nos adhérents, puisque vous êtes nos adhérents, on s'aperçoit finalement que le dossier sécurité il est géré, mais il est géré différemment de ce qu'on pourrait peut-être habituellement parler. Mais quoi qu'il arrive, je suis très certaine que la démarche est déjà lancée et donc juste bien formalisée. D'accord, merci. Merci à vous. Je vais ouvrir le micro de Madame Mélanie Seldran. Donc, Madame Seldran, votre micro est ouvert de notre côté. Il faut que vous l'ouvriez du vôtre pour pouvoir participer. Oui, voilà, parfait. On vous entend? Oui, mais tout est bon de mon côté aussi. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vais ouvrir le bureau de Madame Alexia Ferriara. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Allô, vous m'entendez? Alors, il y a un petit souci de son de votre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir maintenant le micro de tous les participants si jamais vous voulez échanger éventuellement avec nous sur d'autres sujets ou réagir à ce qu'avaient dit d'autres personnes qui ont participé à la présentation. Donc, l'ensemble des micros sont ouverts normalement. Il y a Madame Godet qui a écrit son micro ne marche pas. Et donc, elle est arrivée en retard au webinaire et elle demande si on a rappelé les différentes précautions, enfin les différentes missions du référent Covid dans la présentation. Alors, donc, oui, on les elles a. elles sont dans la présentation. Et vous sera bien sûr envoyé à la fin dans la journée ou demain. La présentation vous sera envoyée. Donc là, tous les micros sont ouverts. Si des personnes souhaitent intervenir, interagir avec ce que avaient dit certaines personnes en amont. Sinon, si tout est bon pour tout le monde, on va pouvoir mettre fin au webinaire. Non, c'est bon, merci. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. On vous souhaite de passer une bonne journée et un bon courage pour la suite des événements. Merci d'avoir participé au webinaire. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.